D'info, deuxième partie de Soir d'info. Alors nous parlons d'une source intarissable de sagesse dont les discours inspirants résonnent à jamais dans les mémoires. Il s'agit de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. El Hadj Ndari Gueye, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors vous avez publié ce livre aux éditions Azur. On voit la couverture à l'écran, Al Maktoum au cœur du secret, un livre sur la vie et le vécu du saint homme. Vous dites que cet ouvrage est avant tout un acte de foi pour vous. Pourquoi? Normalement, on devrait être dans une famille maraboutique. Mon père est de Tivaouane. Mon grand-père dont je porte le prénom est un moukhadam de Seydi Hadj Malick. Et El Hadj Mansour Sy a élevé mon père. Donc mon père, c'est un rescapé, il a échappé. Mais elle était certainement dans le giron religieux. Alors, bon sang ne saurait mentir. Et en plus de cela, à ma naissance, ma maman a été assistée par l'épouse de Serigne Cheikh, Tanta Ededem. Et m'a tenue dans ses bras, m'a donc donné la première chaleur humaine, m'a dorloté avant de me passer à ma maman Aminata pour le lait. Donc c'est à la limite un témoignage d'un fils. Et ce que je disais au préfacier à Mamadou Lamine Sall, au post-facier qui est Souleymane Bachir, ainsi que l'éminent professeur Abdoulaziz Kébé, ça c'est une cotisation. Je pense qu'avec ce bouquin j'ai décroché le Graal. Acte de foi parce que en fait, comme je disais, donc je suis pas sorti des clous. Je suis donc dans le giron religieux et Al Maktoum m'a vu naître, il m'a élevé. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire, moi je ne bois pas au large, je bois à la source. Avant d'aller très loin, il y a donc quelqu'un qui est là, un personnage fantastique, hors du commun, qui est Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Donc pourquoi pas ne pas aller m'abreuver à la source. Et comme vous l'avez si bien dit, source intarissable. Voilà. Donc, alors, dans ce livre, dans votre livre en tout cas, vous présentez différentes facettes de l'homme multidimensionnel qu'il fut. J'en ai retenu 3 parce que je pense qu'avec toutes les facettes à découvrir chez le saint homme, il ne faudrait pas 15 minutes d'émission, mais carrément une journée entière et cela ne suffirait pas. Donc j'en ai retenu 3. L'érudit en quête perpétuelle de savoir, le politique engagé, l'homme d'affaires avisé, pour ne citer donc que ces facettes-là. Ce sont là 3 facettes difficiles à cumuler, souvent, sans qu'il n'y ait une qui prenne le dessus sur l'autre, mais ce que réussissait si bien le marabout, c'était toujours parvenir à ce savant dosage, à préserver l'équilibre entre ces facettes. Quel était son secret selon vous? C'est un secret de synthèse. Il a su faire une bonne synthèse de tout cela. D'abord, moi, je dis aux gens qui disent qu'ils sont apolitiques, ce n'est pas en fait exact. Il y a 2 tomes d'excellents sociologues, de Jean-Pierre Cotte et de Jean-Pierre Mounier. Les ouvrages s'appellent Pour une sociologie politique. Ouvrage dans lequel Jean-Pierre Cotte dit que la politique, c'est l'affaire de tout le monde. Quand on ne s'occupe pas de politique, la politique s'occupe de toi. Donc, c'est la liaison entre donc la politique et la tonalité sociale. C'est pas tellement loin de la conception marxiste dans la sociologie politique. Donc c'est l'étude des phénomènes donc politiques, des phénomènes sociaux, allant donc de la famille donc à la source du pouvoir. Donc ça, il avait assimilé. Quelle est cette, j'allais dire, de ces 3 facettes dont j'ai parlé, mais puisque vous le connaissiez bien, il y en a forcément d'autres. Quelle est celle qui vous aura le plus marqué, puisque vous l'avez côtoyé de son vivant? C'était quelqu'un qui était d'abord conscient de sa citoyenneté. Et comme disait Kennedy, ne demande pas à ton pays ce qu'il peut faire pour toi, mais vois toi ce que tu peux apporter pour ton pays. Ça, je pense qu'il l'avait assimilé en enlevant le lourd habit de marabout, en vivant dans son temps, en se disant que chef religieux, d'accord, mais avant tout, j'ai des responsabilités dans la société. Donc, ce qui fait qu'il a travaillé, il a investi. J'étais tout petit quand je voyais ces camions berliers qui faisaient donc du transport d'arachides.
Et plus tard, donc, il a acheté la Sococim. Serigne Cheikh a compris que pour garder sa dignité, il fallait être autonome d'abord, être indépendant vis-à-vis de l'argent. Montaigne disait qu'il n'y a pas une forteresse au monde qui puisse résister en mur et chargé d'or. Ça, il a compris. Serigne Cheikh était quelqu'un qui était indépendant, et quand on est indépendant, on a la liberté de ton et de mouvement. Donc ce qui fait que donc, il était à l'aise vis-à-vis des gens, vis-à-vis de tout le monde. Parce qu'il y a un autre adage qui dit « mange mon pain et chante ma chanson ». Oui, absolument. Alors, vous venez de l'évoquer, cette phrase mythique de Kennedy. Oui. Ne te demande pas ce que tu peux faire pour ce que ton pays peut faire pour toi, mais plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. C'est une bonne transition, justement, pour parler de ce que Serigne Cheikh a fait pour ce pays, le Sénégal, parce que nous lui devons la tenue du premier sommet de l'OCI à Dakar. Le guide religieux a également pris à maintes reprises son bâton de pèlerin pour réconcilier des personnalités en conflit. Vous dites de lui qu'il était un religieux d'ailleurs connecté avant l'heure, mais pour en revenir à cette anecdote qui nous a valu l'organisation du premier sommet de l'OCI à Dakar alors qu'il devait se tenir en Jordanie, est-ce que vous pouvez nous relater cette anecdote? C'était une démarche difficile. Parce que Hussein roi de Jordanie est d'abord un descendant du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il était plus ou moins donc, en position de force. Mais la pugnacité de Serigne Cheikh, son abnégation, a eu le dessus. Évidemment, il a fallu du temps. Parce que quand il a rencontré Yasser Arafat en plein désert du Sahara, quand tu lui as exposé sa volonté d'organiser au Sénégal le sommet de l'OCI, Yasser Arafat lui a dit carrément que c'était quasiment impossible. Il lui a dit c'est impossible, mais je vais voir, je vais lui en parler. Mais je pense que la pugnacité, comme je disais, a eu raison. Et il était très déterminé à ce que ça se passe ici au Sénégal. Et finalement, il a eu gain de cause. Aussi, ça rentre dans le cadre des actions diplomatiques de Serigne Cheikh. Mais avant tout, il a été un ambassadeur parce que simplement, c'est rechercher une passerelle en direction du monde arabe. Et là, il est évident qu'il n'y avait pas meilleur profil que Serigne Cheikh. Alors, il a vu le général de Gaulle, parce qu'on est dans un pays développé, et une ambassade de cette dimension-là en Égypte, il fallait des moyens. Et il a su convaincre de Gaulle, qui lui a donné donc de quoi aller monter une ambassade. Il a donné les moyens, et c'est comme ça que ça s'est passé. Il a énormément fait pour le Sénégal en matière diplomatique, mais vraiment dans la discrétion. Voilà. Alors, parler justement de feu le président poète Senghor. On sait que Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum était très engagé aussi en politique et que les deux ont eu souvent, en tout cas par moments, des relations heurtées. Mais vous dites également dans votre livre qu'il s'agissait de deux intelligences aux pédigrés différents qui, quand il le fallait, savaient se rabibocher autour de l'essentiel. Ils s'appréciaient beaucoup. Sauf que chacun avait sa personnalité. Senghor était quelqu'un africain, mais tout bas comme on dit sur les bords. Et Serigne Cheikh était à cheval non seulement très religieux, mais vraiment, comme je disais, dans les clous, dans sa culture. Serigne Cheikh a quelque part, et il s'oppose à Senghor dans la conception même d'un enracinement et ouverture. Je sais que nous, on est allé très loin dans l'ouverture, justement. Au Serigne Cheikh en disant que c'est là, c'est dans sa culture qu'on peut développer un pays, qu'on peut vraiment aller de l'avant. Et ce qui fait que donc il y avait de temps en temps des malentendus, mais ils s'appréciaient. Mais surtout, là où ça a failli être une relation très heurtée et à la limite irréversible, quand Moustapha Lô a été exécuté. Parce que là, vous imaginez, vous exécutez le cousin germain de Serigne Cheikh et vous voulez que les relations continuent, c'est pas évident. Donc il y avait également en marche de la confrérie Tidjaniya, tous les musulmans du pays qui étaient allés donc partir voir Senghor en disant c'est vrai, il a fauté, mais aussi on demande ta clémence. Ce qui n'a pas été fait. Mais voilà. Et ça a été quelque chose d'assez difficile dans nos relations. J'aimerais qu'on revienne sur une autre de ces
de ces facettes, de ces nombreuses facettes qu'il me plaît de rappeler, c'est le grand collectionneur d'art également qu'il fut, le cinéphile assidu, le passionné de musique. C'est très rare, à la limite mal vu pour certains érudits ou certains marabouts dans notre société de s'intéresser à l'art sous ses différentes formes, mais là encore, Serigne Cheikh, étonné, détonné, il était hors du champ de l'établissement de maraboutique, on peut dire. Ça, il l'a cultivé très tôt, parce que Serigne Cheikh, si vous vous rappelez, il y a des photos où on le voit en costume très tôt. Il y a une anecdote à ce qui semble, il est allé un jour à un dîner avec son père, Serigne Babacar Sy, et je pense qu'avant d'aller à ce dîner, il lui avait dit, Cheikh, enlève-moi ce costume, mais un boubou, un habit traditionnel. À la fin du repas, il s'est levé et je pense que soit il a fait exprès, le boubou a ramassé le couvert et il y a des verres qui sont cassés. Et finalement, donc à la maison, il lui a fait comprendre à son papa que c'était pas l'habit pour aller dans ce genre de réception. Mais surtout, quelle pouvait être la réaction d'autres religieux voyant ce Cheikh qui sort carrément de l'orthodoxie vestimentaire, qui maintenant s'impose un dress code comme il l'entend. Ça, c'est quand même un élément important dans la vie de Serigne Cheikh, étant un marginal qui aime l'art et la culture, qui adore le cinéma. Moi, je me rappelle un jour, je suis allé devant le cinéma Vogue, qui est maintenant un immeuble, en lui disant, bon, on ne dit pas tonton, on dit papa, voici mon père Abdoulaye qui est là, parce qu'ils avaient rendez-vous. Il a dit ici, au village là, il a acheté des tableaux. On a raconté qu'il a acheté un livre pour une valeur de 6 millions de francs CFA. Tout le passionné, et même la musique. Tout le passionné, il a été curieux de tout. Il a fait un poème magnifique pour Joan Lai, en disant que s'il n'était pas un musulman, s'il n'était pas du tout dans la philosophie mahomédienne, dans l'islam, il aurait accompagné Joan Lai. Il était courant de tout. Vous alliez chez lui, il y avait des télévisions qui sont là, France 24 ici, des chaînes françaises. Un homme de son temps, tout ça. Voilà, de son temps, il était fait de l'actualité. Très moderne. Très moderne. Alors, on va insister, comme j'ai dit, on n'a pas malheureusement la prétention, on y passerait la nuit, de parler de Serigne Cheikh, en tout cas de toutes ses facettes, mais j'aimerais qu'on s'intéresse à l'éducateur hors pair aussi qu'il a été. Dans un Sénégal aujourd'hui, El Hadj Ndari Gueye, où l'on assiste à un recul en termes d'éducation, une violence verbale sans précédent, aussi bien sur les réseaux qu'au sein de l'espace politique. Selon vous, comment aurait réagi l'éducateur qu'il était? Est-ce que cette déchéance, est-ce que c'est n'importe quoi à laquelle on assiste aujourd'hui, est-ce que ça aurait pu se passer s'il était encore en vie? Je ne pense pas. Il y a des gens, il y a des voix non seulement autorisées, mais de fortes personnalités qui remettent les gens sur le bon chemin. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu une démission, un abandon, et puis bon, la crise a eu également ses effets. Parce que quand on vous dit que ça c'est un raccourci qui est malheureux quand même. Et là, on enjambe les conventions, l'éducation et tout, et on se dit, écoute, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Quand on raisonne comme ça, on devient... On est ensauvagé dès l'instant où justement il y a plus de fondamentaux chez la personne humaine. Voilà. En tout cas, un très très beau livre, hein, Al Maktoum au cœur du secret, un livre qu'on peut trouver où? Pour le moment, on a une distribution qui est ciblée parce que il vient de sortir il n'y a pas longtemps. On fera le tour des familles religieuses, mais certainement l'aboutissement donc ce sera dans les librairies de la place. Ça vous a pris combien de temps pour l'écrire? J'ai souffert. Ça m'a pris 7 à 8. C'était un acte de foi, ça pouvait pas être facile. Ça j'avais la main dans la glaise parce que c'était pas évident. C'était difficile. Des fois, j'ai failli rebrousser chemin en me disant j'ai attaqué un gros morceau.
En tout cas, vous terminez, et j'en suis persuadée pour l'avoir lu, hein, vous terminez votre livre en disant: on en sort ivre de bonheur, de sagesse, assurément. Al Maktoum nous manquera effectivement. Un très très beau livre, facile à lire et surtout très très enrichissant. El Hadj Ndari Gueye, merci d'être passé nous voir. Mais c'est moi. Et plein succès justement pour la suite, en tout cas la promotion de cet ouvrage que nous recommandons à toutes et à tous. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de